Quelque part en Colombie, juste au-dessus de la forêt amazonienne, près de la frontière brésilienne. Un DC-3, l'un de ces vieux avions à hélice, se bat comme il peut au beau milieu d'un violent orage tropical. Le commandant Raúl a beaucoup de mal à extirper son avion des nuages. Información sur Aral 3037, ingresando zona de coordinación San José. San José, Aral 3037. La visibilité est nulle, la radio reste muette. Torre San José, Aral 3037. Et l'orage se fait de plus en plus menaçant. Le vol 3037 est en difficulté. Pour stabiliser le bimoteur, le commandant Raúl fait tout ce qu'il peut pour contourner la zone de turbulence. Information sur Aral 3037. Mais dans cette épaisse purée de poids, sans contact radio, impossible de retrouver sa route. Maria, la copilote, ne parvient plus à localiser la position de l'appareil. Les passagers ont peur, mais ils restent fatalistes et préfèrent s'en remettre à la volonté divine. Voler, c'est risqué et ça me fait vraiment peur. Tout d'abord, je fais confiance à Dieu, puis ensuite à l'homme qui pilote ce type de machine. Heureusement, Dieu semble avoir envoyé un ange gardien, Tito, le mécanicien. Il connaît l'appareil sur le bout des doigts et est à l'affût de chaque petit bruit suspect. Tito sait que sur ces vieilles machines, la moindre défaillance peut être fatale. Torre San José. Información sur Aral 3037. Mais le plus grand danger, ce ne sont pas les pannes, ni même les orages, mais cette forêt, à seulement 2000 mètres, juste en dessous de l'appareil. La forêt amazonienne, l'enfer vert. Une jungle impénétrable, grande comme la moitié de la France. Cette forêt, c'est la terreur des pilotes. Il n'y a aucune piste pour un atterrissage d'urgence. À la moindre panne, c'est le crash assuré, la mort en bout de course. Des avions disparus, la jungle colombienne en a connu plusieurs dizaines. Rapidement engloutis par la végétation, on ne les retrouve jamais. Malgré le danger, le DC-3 continue d'emprunter régulièrement cette route aérienne, considérée comme l'une des plus dangereuses au monde. Son point de départ se trouve à Villavicencio, et les destinations sont les communautés indiennes coupées du monde, éparpillées un peu partout dans la forêt. À bord du DC-3, est-ce grâce à l'intervention divine ou bien à l'expérience du commandant Raúl, l'avion est finalement parvenu à sortir de l'orage. Les passagers vont arriver comme prévu à Cariquara, un petit village indien. Mais il faut encore atterrir sur cette piste minuscule, à peine visible depuis l'avion. Ici, pas de tour de contrôle. Le commandant ne peut faire confiance qu'à son expérience. La moindre erreur peut être fatale. La piste est glissante, truffée de trous. La piste est trop courte, le commandant doit freiner au plus vite. Juste en contrebas, il y a ce fleuve.
J'ai réduit ma vitesse au maximum. Je me suis posé tout au début de la piste pour que mes roues, en frottant sur le sol, m'aident à freiner l'avion. Il a un peu glissé, mais ça n'a pas été dangereux. Dans ce village vit une centaine d'Indiens d'Amazonie. L'avion n'y fait escale qu'une fois par mois et c'est toujours un événement. Le DC-3 est le seul à s'aventurer ici et à apporter un peu plus de confort à ses habitants coupés du monde. S'il n'y avait pas d'avion, les gens mourraient de faim? Non, on aurait d'autres alternatives, comme le fleuve. Mais ça serait beaucoup plus compliqué. Et ça prendrait combien de temps? Ça prendrait à peu près 3 ou 4 jours. Le village est à 15 jours de marche de la ville la plus proche, juste à côté de la frontière brésilienne. Ici, une vingtaine de maisons, une église et une école qui accueille tous les enfants de la région. Alfredo Camargo, le directeur de l'école, est un peu découragé. Depuis qu'il est ici, tous les efforts pour ne plus dépendre de l'avion ont été des échecs. L'année passée, ils ont apporté ce tracteur de MeToo. Ça leur a pris à peu près 45 jours pour arriver ici. Leur idée était de construire une route, un autre moyen de transport pour que les gens puissent se déplacer et acheminer leurs marchandises. Et maintenant, ça fait 1 an qu'ils pourrissent sur place. Les Indiens pêchent, chassent, cultivent les plantes locales, comme le faisaient leurs ancêtres. Dans ce local, on garde les produits de la région. Des bananes, des yuccas. Il y a aussi des produits qui viennent par le DC-3. Du riz, du sucre, des pâtes. Tout ça nous dure un certain temps et nous, avec les Indiens, on fait des échanges. Comme ces bananes, ces yuccas, ces ananas. On leur donne du savon, du sel, des allumettes, des bougies. Ici, on a vraiment recours à ce système qui est le troc. L'avion n'est resté sur place qu'un petit quart d'heure, juste le temps de décharger. Mais le commandant Raoul veut repartir tout de suite avant la nuit, car décoller ici, c'est délicat. Les enfants ne se rendent pas compte du danger. Ils continuent à courir et à jouer sur la piste, comme si c'était un terrain de jeu. Je dois vraiment faire attention quand ils sont devant moi. Cap sur Villavicencio. Pendant 2 heures, l'avion va survoler une fois encore la forêt amazonienne. Les passagers ne sont pas rassurés. Si l'avion s'écrasait, leur chance de survie serait quasiment nulle. Ils devraient d'abord survivre aux fauves, aux serpents et aux alligators. Et si par miracle ils y parvenaient, ils ne pourraient pas échapper à un autre danger. Les FARC. Les révolutionnaires colombiens seraient plus de 10 000 à se cacher dans la jungle et à multiplier les kidnappings pour financer leur guérilla. Sucessivamente, numerarse. 1, 2,
C'est dans cette même forêt que les FARC ont séquestré Ingrid Betancourt pendant plus de 6 ans. Mais depuis l'élection du président Uribe, l'armée a réussi à libérer des centaines de prisonniers. Comme cet homme, détenu depuis des années dans ce trou, creusé au milieu de la forêt. Après 2 heures de vol, Villavicencio est en vue. La ville est située au pied de la cordillère des Andes. Des DC-3 comme celui du commandant Raoul, il n'y en a plus qu'une centaine en exploitation dans le monde. Des pièces de collection fabriquées il y a plus de 70 ans en Californie. Les DC-3 ont traversé les guerres et les modes, mais pas sans quelques égratignures. C'est là-dessus qu'on enregistre les heures de vol de l'avion. Il a 20 540 heures. Pendant la guerre, on n'avait pas l'habitude d'enregistrer les vols. On a commencé... C'était quand déjà? On a commencé à le faire quand il y a eu des passagers et du fret au début de l'aviation civile. Quel âge a cet avion? Je crois qu'il a été modifié en 1962, comme on le dit sur cette plaque. Mais sur cette plaque, aucune date. L'avion est en service depuis la Deuxième Guerre mondiale. Avec encore une trentaine de DC-3 dans le ciel colombien, Villavicencio est la capitale mondiale de ces vieux engins. Le DC-3 est la seule machine capable d'affronter les conditions extrêmes de la forêt amazonienne. Pourtant, les accidents sont fréquents. À l'entrée de l'aéroport, un monument commémore un terrible bilan. En 20 ans, plus de 200 personnes sont mortes lors de ces vols à haut risque. Les orages, les pistes défoncées et surtout les nombreuses pannes mécaniques ont eu raison des avions d'avant-guerre. Aujourd'hui, pour les DC-3, c'est bientôt l'heure de la retraite. Un avion sur 2 est en permanence cloué au sol pour des réparations. C'est justement le cas de celui-ci. Il aurait dû décoller il y a déjà 1 heure, mais son moteur gauche refuse de démarrer. Heureusement, d'après José, le mécanicien, la réparation ne prendra que quelques minutes. C'est une légère fuite d'huile. On la colmate, on fait un petit vol d'essai dans les environs, et ensuite on pourra voler. José est confiant. Pourtant, il y a 1 an et demi, il était à bord de ce même avion qui avait dû atterrir en catastrophe, dans une rizière. Depuis, ce DC-3 est le seul à voler avec 2 mécaniciens à bord. Le moteur gauche a eu un problème de cylindre. Il a eu des ratés et il s'est arrêté. On avait du fret et 15 passagers. On a dû retirer la porte de secours, on a jeté la cargaison, mais l'autre moteur n'a pas tenu le coup à cause du poids. Alors le capitaine a pris la décision de tenter un atterrissage dans une rizière. On a réussi à se poser, on a cassé les hélices et arraché les 2 trains. Mais on s'en est sorti indemne. Et aujourd'hui, c'est ce même moteur gauche qui pose problème. Après une inspection de 10 minutes,
la panne est identifiée. Ce serait la pompe, une broutille. Aux États-Unis, pour réparer une pompe, ils descendent entièrement le moteur. Nous, en Colombie, on est plus malin. On le répare comme ça sur l'avion. Pas d'inquiétude non plus dans les bureaux de la compagnie. L'avion devrait décoller dans l'heure. Quant au pilote, le commandant Fajardo, il est très optimiste. Il paraît que le vol a du retard? Oui, un tout petit peu. Et ça arrive souvent? Non, c'est de l'entretien ordinaire. Un tout petit réglage sur le moteur. C'est pas grave. Almuerzo pulpo, sin huesito. Le vol a désormais 2 heures de retard. Et les passagers, eux, n'ont plus l'air tout à fait sereins. On dit que ce sont des avions très sûrs, mais en le voyant dans cet état, ça me fait peur. Finalement, après 5 heures de réparation infructueuse, la compagnie décide d'annuler le vol. Il y a toujours un problème. Il se passe toujours quelque chose. Il y a 15 jours, avec un avion de la Satena, il y a eu un accident et l'hélice s'est cassée. Les gens sont restés bloqués 8 jours au milieu de l'Amazonie. On a voulu prendre un charter, mais il est tombé en panne. Qu'est-ce qu'il y avait déjà? C'était l'hélice. L'hélice, elle était trop lente. Elle n'avait pas assez de puissance pour nous transporter. Ils ont dû annuler notre vol. Et aujourd'hui, on est là depuis 7 heures du matin. Maintenant, il est midi et on vient de nous annoncer que l'avion était en panne et qu'on ne pourrait pas voyager. Du côté de la compagnie, on ne sourit plus du tout. La panne ne serait pas due à la pompe, mais au moteur. Un problème beaucoup plus grave, car il faut cette fois-ci le démonter et le transporter à l'atelier, 200 mètres plus loin. On dirait qu'il n'y a pas que la pompe, mais c'est peut-être autre chose. Et pour réparer ça, ça prendra peut-être un jour. Mais si c'est plus grave, ça pourra prendre bien 1 ou 2 semaines. Et cet orage ne va pas améliorer les choses. Panne d'électricité. Les mécanos vont devoir désormais travailler dans le noir. Mais ce n'est pas une petite panne qui va les arrêter. En Colombie, la lueur d'un simple téléphone suffit pour réparer un moteur d'avion. L'orage immobilise au sol un autre avion, celui du commandant Raoul. Pour l'équipage, c'est le chômage technique. Si on ne vole pas, on n'est pas payé. Alors, plus on arrive à faire voler l'avion, mieux c'est. On ne nous paye pas tous ces moments perdus. Le commandant Raoul est 3 fois moins payé qu'un pilote de ligne. Et pourtant, il a d'énormes responsabilités. Il doit organiser les vols, gérer la cargaison, mais en plus, c'est lui qui doit trouver les passagers. Les vols sont au coup par coup. Ils ne sont pas programmés pour 1 heure ou pour un jour particulier. D'abord, on cherche un chargement. Et quand l'avion est plein, on peut partir. C'est au dernier moment que l'on connaît notre destination. Seulement 1 demi-heure ou 1 heure à l'avance. Pour trouver son chargement, le commandant Raoul fait appel à cet homme incontournable. Ricardo est affréteur. C'est lui qui négocie tout le transport aérien vers la forêt tropicale.
Pour Mitou, il y a à peu près 120 kilos et pour Miraflores, 450 kilos venant de Villao. Ça fait 120 kilos, plus les passagers. Oui. Malgré la pluie battante, le commandant décide de partir. Mais il y a un problème de dernière minute. De l'eau s'est peut-être infiltrée dans les réservoirs, ce qui pourrait provoquer l'arrêt total des moteurs en plein vol. On fait une vérification avec un prélèvement pour voir s'il ne faut pas vidanger les réservoirs pour en faire sortir l'eau. Vérification faite, il n'y a pas d'eau dans l'essence. L'avion peut partir. Il n'y a plus qu'à charger toute la marchandise dans l'avion. Mais le commandant doit être vigilant, car pour gagner quelques pesos de plus, l'affréteur tente dès qu'il peut de tricher sur le poids de la cargaison. 106 kilos. L'avion ne peut supporter qu'1,5 tonne. Au-delà, le commandant refuse tout simplement de décoller. C'est dangereux, parce qu'au moindre ennui, l'avion ne peut plus voler. Il tombe. C'est pour ça qu'on fait attention au poids de la cargaison. Pour qu'en cas de panne, on ait le temps de rester en l'air, en jetant dehors tout le chargement superflu, afin qu'on puisse finir le vol. Des légumes, des lits, des poules. En Colombie, les DC-3 ressemblent à des bus de campagne. On y transporte de tout. Parfois même de la cocaïne. C'est pour cela qu'avant chaque vol, la police vérifie qu'il n'y en a pas à bord. Parce que chaque kilo compte, le carburant lui aussi est rationné. Trop, et l'avion est trop lourd pour le décollage. Pas assez, et c'est la panne qui peut s'avérer fatale. 140. Est-ce que ça suffit? Non, 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 non. Non, on en rajoute juste assez pour arriver à destination. Prévoir la quantité exacte de carburant est toujours un casse-tête pour le commandant. Il nous en manque encore combien, commandant? On en a mis 20 ici et 20 à l'arrière. Ça fait 150, plus 20, ça fait 170. L'avion peut enfin décoller. Destination Miraflores, à 1h30 de Villavicencio. Perdu au cœur de la jungle, c'est une minuscule bourgade. La piste d'atterrissage fait office de rue principale. Il y a quelque temps, Miraflores était encore la capitale de la cocaïne, sous la coupe des narcotrafiquants et des FARC. S'il vous plaît, ne descendez pas de l'avion. Si vous descendez, surtout, ne filmez pas. Si le commandant ne veut pas que nous filmions, c'est parce que Miraflores est une zone sensible entièrement contrôlée par l'armée colombienne. Aujourd'hui, rares sont ceux qui viennent s'aventurer ici. Il y a une époque où il y avait 12, 13, parfois 14 vols par jour. Mais maintenant, il n'y a plus que 2 vols par semaine. Ou à l'occasion, il arrive un petit avion.
Si les avions sont si rares, c'est parce que la ville s'est vidée de ses habitants. Il y a 10 ans, nous avions filmé Miraflores, à l'époque du règne de la cocaïne. Un véritable Eldorado où affluaient chaque jour des centaines de personnes appâtées par le business de la cocaïne. C'était l'âge d'or des DC-3. Un avion y atterrissait toutes les 50 minutes, bourré de marchandises et d'aventuriers. Attention sur la piste, les chevaux, les voitures, les gens, faites gaffe, l'approche est délicate. Si la piste n'est pas dégagée, on remet les gaz. On rectifie les gars. Une ville de 4000 habitants, sortie de terre subitement grâce au trafic. L'argent de la cocaïne coulait à flot. On venait de toute la Colombie pour tenter d'y faire fortune. Un Far West à la colombienne, transformant ses rues boueuses en maisons closes et en tripots. Ici, à Miraflores, on a de tout. Il y a de la violence, du trafic de drogue, la guérilla, les flics, les meurtres et la prostitution. Et bien sûr, d'immenses champs de coca, la spécialité locale. Nous avions réussi à filmer un laboratoire clandestin, comme il en existe encore aujourd'hui des centaines dans la forêt amazonienne. C'est là que des paysans produisent une cocaïne de base, la pasta, qu'ils revendent aux trafiquants. Elle est ensuite expédiée vers des laboratoires plus sophistiqués, puis exportée vers l'Europe et les États-Unis. Ces feuilles ont déjà été hachées? Non, on s'apprête à le faire. On ramasse les feuilles, on les mélange à de la chaux et on les laisse macérer dans ce bidon pendant 40 minutes. Là, il y a du kérosène mélangé à de l'eau et on ajoute 20 centilitres d'acide. Après, on rajoute de l'ammoniac pour séparer la coca et ça la fait blanchir. Sinon, on peut filtrer avec ce torchon. Ce qui reste, c'est la base, la pasta. Ici, à Miraflores, ça se vend à peu près 2 € le gramme. Là, il y en a à peu près 150 grammes. Ça fait 300 €. Par hectare, on peut produire environ 1 kilo. Ça rapporte 2000 € à peu près. Mais là, j'ai eu 600 € de frais. Il me restera que 400 € de bénéfices. Ce sont les intermédiaires qui l'expédient à l'étranger qui gagnent beaucoup d'argent. Parce que nous, réellement, on gagne presque rien. Juste de quoi vivre et s'acheter des cadeaux de Noël. Alors le gouvernement est entré en guerre contre les narcotrafiquants.
Ici, parfois, c'est un petit Vietnam. À Miraflores, les barons de la cocaïne avaient pris le pouvoir et bafoué ouvertement l'autorité de l'État. La cocaïne de Miraflores était devenue la principale source de financement des FARC. Alors pour les affaiblir, l'armée déclencha de vastes opérations commando qui se poursuivent encore aujourd'hui. Des combats en pleine ville, au milieu de la population. Des laboratoires clandestins furent entièrement détruits. Des tonnes de cocaïne parties en fumée. De nombreux narcotrafiquants tués ou mis sous les verrous. Et les guerrieros des FARC repoussés dans la jungle. Quant au DC-3, ils ne viennent plus que très rarement à Miraflores, surtout lorsqu'ils ratent la piste, comme celui-ci. Retour à Villavicencio, dans le hangar du DC-3 qui n'a pas pu décoller hier soir. Les mécaniciens ont finalement réussi à réparer le moteur gauche en une seule nuit. Reste une opération délicate, fixer le moteur sur l'aile et vérifier qu'ils tourneront. Un moteur dans cet état, ça prend la tête. Mais grâce à Dieu, il marche. Et maintenant? Et maintenant, je n'ai plus mal au crâne. C'est le commandant Fajardo qui va effectuer le vol d'essai. Cet avion, il le connaît par cœur. C'est lui, il y a 1 an et demi, qu'il avait posé en catastrophe dans une rizière. Alors aujourd'hui, il vérifie tout, dans les moindres détails. Le mécanicien surveille son moteur. Tout a l'air de fonctionner parfaitement. À bord, tout est normal, rien à signaler. Mais alors que tout le monde a le regard fixé sur le moteur gauche, c'est le moteur droit qui s'arrête. Puis repart. Un bref moment de panique, même si avec un seul moteur, le DC-3 peut encore voler. Le commandant décide tout de même d'atterrir en urgence sur cette piste de fortune.
John, ¿cómo va este motor? Bien, bien, bien. Dime, ¿estás preocupado? ¿Qué pasa, John? John, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de vérifier la pression du carburant. Et alors? Ça va, elle est un peu basse, mais on va la régler. La routine, le DC-3 s'envole à nouveau. Malgré la menace d'une nouvelle panne, le son des moteurs finit par bercer tout le monde. Même le pilote. À Villavicencio, l'orage s'est calmé. Le commandant Raoul et son équipage préparent le vol du lendemain. Et cette fois-ci, le commandant est inquiet. Demain, il doit atterrir sur l'une des pistes les plus dangereuses de Colombie. Et en plus, il ne la connaît pas. Il faut tout calculer. La vitesse d'approche et l'endroit précis où les roues doivent toucher le sol. Qu'est-ce qui peut arriver si vous ne calculez pas bien? On s'écrase ou on sort de la piste. Parce qu'au bout de cette piste, il y a un ravin. Il est grand? Au bout de cette piste, effectivement, un grand ravin de 80 mètres de profondeur. Et pour corser le tout, le commandant Raoul doit transporter 1800 litres de carburant hautement inflammable. Un vol à haut risque. Le pompiste n'est pas rassuré de nous voir filmer. Il pense que notre caméra pourrait provoquer une étincelle. Bon, allez-y, filmez. C'est très dangereux. Vous savez, ce genre de carburant est très explosif. Surtout en ce moment avec cette chaleur. Ça peut déclencher un incendie qui serait impossible à éteindre. On pourrait tous griller comme des saucisses et l'avion avec. Libro de vuelo, switch de batería, switch de radio, válvula estrella, palanca aletas, palanca del tren. Libre y operando. Dos. J'ai toujours peur, surtout à l'atterrissage. Quand je vois la piste qui diminue et qui va finir alors que l'on essaye de freiner et que l'avion se met à glisser à droite, à gauche et qu'il continue à rouler et on ne peut rien faire. Tito reste très vigilant. Une fuite, une étincelle, un choc, et tout pourrait sauter. On laisse la porte ouverte pour que les vapeurs circulent. On transporte du carburant. Il faut que l'air aille entre la queue et l'avant de la carlingue pour que les gaz ne s'accumulent pas. Après un vol sans encombre, la piste est en vue. Par chance, la visibilité est excellente.
En Colombie, d'autres pilotes risquent leur vie tous les jours. À 3 heures de route de Villavicencio, Agua Azul. Nous sommes dans les Llanos, les grandes plaines de Colombie. C'est la région des grands élevages et des cow-boys. On y cultive du riz et des céréales. C'est le grenier de la Colombie. Il est 5h10. Sur un aérodrome de fortune, José Gutiérrez s'apprête à décoller. On doit vérifier les freins, s'assurer qu'il ne manque pas une vis, voir s'il n'y a pas de fissure sur un tuyau. C'est une question de vie ou de mort? Bien sûr, chaque jour, on danse avec la mort. José est un pilote un peu spécial, bien connu dans la région. Parfois, du ciel, il repère une voiture sur une petite route de campagne. Alors, comme s'il pilotait un avion de guerre, José pique droit sur sa cible et survole dangereusement le véhicule en rase-motte. Une acrobatie très risquée, juste destinée à impressionner ses amis dans la voiture. Dans toute l'aviation, je crois que ce que je fais, c'est le plus risqué. Plus que les DC-3 ? Oh, en DC-3, un pilote prend des risques au décollage, à cause du poids de la cargaison, de la puissance de ses moteurs. Mais une fois qu'il est en haut, à 15 000 mètres, en cas de panne, il s'en sort parce qu'il a le temps de jeter la cargaison. Nous, non. Si le moteur s'arrête, on a 10 secondes pour trouver un endroit pour atterrir et on n'a pas le temps de jeter la cargaison. José est pilote d'épandage. Il pulvérise des pesticides dans les champs, des produits explosifs et très toxiques. En Colombie, chaque fermier fabrique sa propre mixture. Il n'y a aucun contrôle. Le seul impératif, c'est l'efficacité. Aujourd'hui, José va répandre du pesticide dans les champs de ce fermier. Mais avant, il tient à bien repérer les lieux. Donc je vais d'ici à là. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est une colline. C'est là qu'on doit semer aujourd'hui. Et de ce côté, qu'est-ce qu'il y a? Du riz. Pour que le vol soit rentable, José remplit les réservoirs de pesticides à ras-bord. Les réservoirs sont tellement pleins que l'avion peine à décoller. On doit être constamment sur ses gardes. Le danger peut venir de tous les côtés. On vole à moins d'1 mètre du sol, ça nous donne pas le temps de réagir, ou alors à peine. On doit se concentrer sur les drapeaux et sur les paysans, et en même temps avoir l'œil sur les instruments. Il faut être attentif à tout ce qui se passe, dans l'avion et en dehors.
Il faut regarder s'il n'y a pas d'obstacle dans les champs, repérer s'il y a quelqu'un là où l'on passe, s'assurer qu'il n'y a pas une vache. On doit aussi éviter les arbres au milieu des champs. Pour faire tout ça, il faut être bien dans sa peau. Chaque ravitaillement est un contre-la-montre, comme dans un stand de Formule 1. Chaque minute compte. On ne doit pas s'arrêter plus de 2 minutes. Le temps est précieux. Chaque minute coûte une dizaine d'euros. Maintenant, je dois y aller. À ce tarif-là, José ne traîne pas. Mais la routine dans les airs, ça n'existe pas. Le danger est partout. Surtout dans les champs, où passent des lignes à haute tension, à plus de 50 000 volts. Et souvent, le pilote n'a pas le choix. C'est très dangereux. Il doit passer juste en dessous. Surtout qu'au lever du soleil, on ne voit pas les câbles. Faut être un peu fou pour faire ça, non? Pas un peu, il faut être carrément fou. Plusieurs pilotes d'épandage se sont tués en vol. José, lui, s'en est toujours sorti, malgré de nombreux accidents graves, 13 au total. J'ai eu 2 pannes en vol, 3 accidents au décollage et le reste en plein travail, au-dessus des champs. Une fois à l'atterrissage, j'ai cassé une roue et l'avion a fait des tonneaux. J'étais pas attaché. Dans un des tonneaux, la carlingue s'est déformée en laissant une ouverture pour sortir. Je me rappelle qu'à un moment, je me suis cogné contre la carlingue. C'est ma tête qui a tapé et je suis tombé. Ils t'ont sorti? Je suis resté inconscient 10 minutes. J'avais l'impression d'être sous. Ils m'ont sorti et quelqu'un m'a tenu la tête, mais je ne pouvais plus la remuer. C'est avec cet avion qu'il y a 18 ans, José a eu son accident le plus grave. À l'époque, il était jeune, insouciant et surtout, il était célibataire. Aujourd'hui, c'est différent. José a une famille. Avec sa femme Julia, ils ont eu une fille de 8 ans et depuis peu un fils. Il est né il y a seulement 20 jours. J'aimerais rester en vie jusqu'à ce que sa main soit aussi grande que la mienne. Ça risque de prendre du temps. Au moins 20 ans. Pour Julia, la femme de José, le bonheur serait parfait si son mari arrêtait de voler. Quand on était amoureux et qu'on a décidé de vivre ensemble, je me suis rendu compte de ses qualités. Avant, non. Et je vis toujours dans l'angoisse que quelqu'un m'appelle pour me dire que l'avion est tombé ou qu'il est arrivé quelque chose. Vous lui avez jamais demandé de changer de métier? Si, tout le temps je lui demande de s'arrêter de voler, mais il continue. Pour gagner sa vie, il faudrait qu'il trouve autre chose, mais pas pilote. Je lui demande constamment d'arrêter de voler. Élever des enfants, c'est plus difficile que de piloter des avions, parce que les avions ne contrôlent pas les pilotes, alors que les enfants, eux, nous contrôlent. Ici, la fête est une tradition. Tous les dimanches, José et sa famille partagent avec leurs amis una picada, le barbecue colombien, en écoutant des canto llanero, des chants à la gloire de ces cow-boys de Colombie. Les Llanos nous donnent tout. À moi du travail dans l'agriculture et à eux une façon de gagner leur vie. Cette musique me fait du bien parce qu'elle est très bonne. Elle parle de nous et elle me rapproche de cette culture.
Chaque fois que je prends mon avion, je fredonne une chanson. En vol, j'ai souvent un de ces airs dans la tête. Dans les Llanos, le métier de José est en pleine expansion. Les Colombiens risquent de voir de plus en plus souvent ces drôles d'avions voler sur les routes à toute vitesse. Les DC-3, quant à eux, devraient continuer encore à voler dans le ciel d'Amazonie.